Bonsoir. Dans cette nouvelle édition du débrief, 3 sujets marquent l'actualité. Le Sahara, comme chaque automne, le rapport du secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations unies est tombé. Globalement, n'a pas dévié de son caractère descriptif de la situation, où il déclare trouver encourageant que, malgré les tensions occasionnelles, la situation reste globalement calme. Mardi prochain, 8 octobre, Antonio Guterres fera de même au Conseil de sécurité de l'ONU. Les choses, là, se discutent et se décident sérieusement. Nous irons ensuite en Algérie où rien ne laisse entrevoir une sortie de crise prochaine. La contestation populaire persiste, les généraux et à leur tête Gaïd Salah signent et s'en tient coûte que coûte à la présidentielle pour le 12 décembre prochain. Auparavant, nous allons parler Maroc, très Maroc, en évoquant la sortie du PPS annoncée du gouvernement. La rentrée est là, le remaniement, on le dit, pour incessamment, et la grande commission qui doit travailler au nouveau modèle de développement économique est pour bientôt. Autant dire que les choses s'accélèrent. Pour parler, on a avec nous Aziz Saïdi, journaliste média et journaliste et consultant média. Journaliste et consultant média. Mohamed Zeinabi, rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc, et Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Aziz Saïdi, le PPS est au gouvernement depuis 1998, autant dire 21 ans. C'est un record personnel qu'il détient. On n'aurait jamais dit ça pour un parti qui nous vient de la gauche. Aujourd'hui, il annonce sa sortie, sachant que pour lui, être au gouvernement est devenu une doctrine de survie. Alors, c'est un événement, un non-événement. Quel impact sur la majorité? Bon, c'est vrai que le PPS, qui est arrivé dans la foulée de ce qu'on appelait l'alternance, et notamment avec le gouvernement Yousfi I. Et donc, depuis, ils sont là, dans tous les gouvernements successifs. C'est devenu une partie du décor gouvernemental, si j'ose dire. Par contre, cette sortie, elle était attendue. Elle était attendue depuis quelques mois, voire quelques années. Puisqu'il ne faut pas oublier que, d'abord, il y a eu le limogeage du secrétaire général Nabil Ben Abdallah, qui était limogé en 2017. Puis il y a eu cette histoire avec la suppression du secrétariat d'État chargé de l'eau, avec donc Sharafat Afilal qui quitte le gouvernement aussi. Et puis, plus récemment, dans le giron des négociations pour un gouvernement qui se voudrait un peu plus ramassé, on disait que le PPS aurait encore moins, un portefeuille encore en moins. D'aucuns diraient que de toute façon, un parti qui a 12 députés et 2 conseillers ne peut pas espérer avoir plus en termes de représentation gouvernementale. Le fait est que ça faisait partie d'un deal avec l'ancien chef de gouvernement, c'est-à-dire Abdillah Ben Kiren, avec lequel les relations étaient très, très intimes. Mais apparemment, avec le nouveau chef de gouvernement, depuis que le Atmeni est là, ce n'est plus le cas. Et les dissensions se sont faites... On est dans une autre configuration psychologique. Et les dissensions sont faites de plus en plus insistantes. Et de toute façon, moi, j'ai l'impression que le PPS a essayé juste de jouer la montre, et quitte à se faire retirer un portefeuille, autant faire un coup d'éclat en disant qu'il se range dans l'opposition. Maintenant, ce n'est pas sans quelques dissensions internes, puisque le fait est que, comme vous l'avez dit, quand on prend l'habitude de participer à des gouvernements, eh bien, les personnalités politiques, il y en a beaucoup qui sont dans ces partis pour avoir leur part du gâteau et pour avoir un strapontin ministériel. Alors, ceux qui espéraient avoir ce fameux seul portefeuille qu'aurait gardé le PPS, je suis sûr qu'ils ne sont pas contents. Et d'ailleurs, les dissensions commencent à se faire sentir. Il y a des voix qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais qui sont obligés de suivre la position du bureau politique. Donc, conclusion, la présence du PPS au gouvernement a été, depuis le gouvernement Abdillah Ben Kiren, une présence surdimensionnée par rapport à sa représentativité électorale, à son capital électoral. Et est-ce que, finalement, le PPS, c'est la chronique d'un départ annoncé? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que, normalement,
le PPS aurait dû quitter le gouvernement quand son secrétaire général Nabil Ben Abdallah a été limogé. Zainabi. Logiquement, s'il fallait marquer une réaction forte, etc., comme le dit aujourd'hui Nabil Ben Abdallah, c'était à ce moment-là qu'il fallait se démarquer, s'exprimer et sortir du gouvernement. Maintenant, lui, essaie d'expliquer le départ, je veux dire, le fait d'être resté aussi longtemps, malgré les dissensions, malgré son limogeage personnel, celui d'autres ministres, la secrétaire d'État chargée de l'eau, etc. Il dit que c'est une question de patience, il voulait faire avancer les choses, etc. Mais, on le sait bien, pourquoi, même jusqu'à tout récemment, il n'a pas décidé de quitter le gouvernement avant que le chef du gouvernement entame les négociations. Donc son départ, quoi qu'il dise, on l'a bien compris, c'est parce que le PPS allait encore perdre un portefeuille qu'il est sorti. J'ai eu aujourd'hui Nabil Ben Abdallah au téléphone. Pour lui, la divergence et la présence du gouvernement et le départ du gouvernement ne seraient pas, je le mets au conditionnel, une histoire de siège ou de nombre de ministres, mais que ça serait de clarté politique, sur un programme. Mais pourquoi il n'est pas sorti avant que les négociations soient entamées? Je suis désolé, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Si Mohamed, c'est par rapport à, quand Nabil Abdallah a été limogé, il aurait dû sortir du gouvernement. Moi, je ne suis pas sûr parce que, d'abord, le limogeage est venu, que ce soit lui ou Louardi à l'époque, je pense, c'était venu par rapport au scandale de Husseima Manarat Moutaousset et que c'était venu à travers un communiqué royal. Donc, on va pas... Ça ressemblait à une sanction. C'était une sanction. Par contre, là où c'était incompréhensible que le PPS ne sorte pas, c'était après l'histoire du Shrafat Afilal. Quand on a supprimé carrément un ministère qui appartenait au PPS, là, c'était plus logique de sortir parce que là, c'était le fait d'une décision du chef de gouvernement et c'était quelque part un Et alors, pied pourquoi de il nez. n'est pas sorti? C'est difficile de rentrer dans la tête des gens et puis surtout dans toute une mécanique, tout partie à une mécanique interne. Et je pense que, comme le disait lui-même dans quelques déclarations, Nabil Abdallah, il disait qu'il n'y avait pas un consensus autour de la sortie qui était clair, qui se dégageait, et que maintenant, c'était le cas. C'est-à-dire, et là je m'adresse à Hafid Boutaleb, le PPS a toujours justifié, notamment parce que ce qu'on a considéré comme une alliance contre nature avec les anciens communistes et les actuels islamistes, comme une alliance contre nature. Mais il y avait un premier temps l'explication que sa présence aux côtés des islamistes, c'était pour pondérer les islamistes. Puis par la suite, et il ne le disait pas peut-être ouvertement, mais il le disait en off souvent, est-ce que le PPS pourrait exister en dehors du gouvernement? Bon, aujourd'hui, c'est une occasion pour le PPS de se régénérer. Il reste 25 mois pour les prochaines élections. Voilà, à peu près 25 mois, c'est ça, 2 ans. Et donc, c'est une occasion pour ce parti, peut-être de faire ce travail salutaire de position et de revoir ses positions à lui. Mais ceci dit, c'est un parti de gauche, comme tous les partis de gauche dans le monde. Il subit une crise, le recul des votes de gauche, l'augmentation des populismes, mais il faut quand même mentionner que la crise de la gauche au Maroc dure depuis très longtemps, plus que dans d'autres pays, et puis elle est beaucoup plus sévère et beaucoup plus aiguë au Maroc que dans d'autres pays. Bon, une dernière question sur ce sujet, peut-être Mohamed Zainabi. Quelles conséquences de la sortie du PPS sur la majorité et le gouvernement? Pas une grande conséquence parce que numériquement, le gouvernement a toujours la majorité. Les 12 sièges du PPS n'y changeront rien, arithmétiquement. Donc, il y aura, on parle d'entassement, on va diminuer quelques portefeuilles, etc. Le gouvernement. Mais ce n'est pas la logique qu'attendent les Marocains. On est... entre partis de la majorité en train de distribuer des portefeuilles sans prendre en compte l'exigence de la qualité des personnes demandée par Sa Majesté le Roi. Le chef du gouvernement vient de nous dire qu'on ne peut pas sortir du cadre
des partis pour aller chercher des compétences. Tous les analystes, observateurs, les gens qui ont du bon sens lui ont répondu que si on voulait faire avancer les choses dans ce pays, on cherche les compétences, même en dehors des partis, parce que c'est l'intérêt général qui doit primer. Bon, mais là, vous êtes en train d'ouvrir tout un autre débat voilà. qui est beaucoup plus large. On y reviendra peut-être dans d'autres émissions ou dans d'autres débriefs. Donc on en finit, on va dire que c'est peut-être la fin d'une alliance contre nature, et on va aller voir ce qui se passe un peu du côté de New York. Ou plutôt, oui, si... Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est le rapport du secrétaire général, on l'a dit, il est tombé cette semaine. Mardi prochain, il sera soumis au Conseil de sécurité. Alors commenceront les consultations, les coulisses au Sahara qui occuperont en principe le 8, 16 et 30 octobre. Et en plus des réunions et des consultations non officielles sur le projet de la résolution devant être publié fin octobre. Le secrétaire général n'a pas encore désigné de successeur à Horst Kohler, qui a démissionné, dit-on, pour des raisons de santé. Et le Conseil de sécurité espère une relance des efforts et une accélération du processus. Est-ce possible aujourd'hui dans la conjoncture actuelle? Je suis tenté de dire non. Parce que tant que... on l'a dit pas mal de fois dans cette émission, le problème est entre Rabat et Alger. Et tant que Alger est occupé, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, tant que Alger est empêtré dans cette crise politique qu'elle vit depuis 32 semaines maintenant, c'est même la 33e semaine, je pense qu'il n'y aura pas d'avancée notable parce que l'autre partie n'est pas là. Il n'est pas là, il est absent. Exactement. Maintenant, pour le rapport, c'est quelque chose de traditionnel, c'est un rapport qui était attendu, qui est quand même un peu convenu. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises, si ce n'est à mon sens, on a trop dénoncé, on dénonce trop le côté humanitaire du côté du Maroc et pas assez du côté du Polisario. On souligne une situation assez calme malgré quelques escarmouches. Et puis surtout, Gutiérrez veut croire à la poursuite de cette dynamique qui a été lancée avec les deux rounds de négociations à Genève sous la houlette de Horst Kohler. Mais force est de constater que Horst Kohler, que ce soit qu'il ait démissionné pour des raisons de santé ou parce qu'il sentait qu'il y avait un blocage, il n'y a pas de remplaçant depuis. Et c'est pour une bonne raison, c'est que je pense que les personnalités d'un certain calibre qui accepteraient cette patate chaude se comptent sur les bouts des doigts. Et puis surtout, il faut que ces personnalités ou cette personnalité fasse un consensus et qu'elle soit acceptée par toutes les parties. Par toutes les parties, ce qui est mal engagé pour l'instant. Maintenant, je pense qu'on se dirige quand même, après les discussions au Conseil de sécurité, qui est, soulignons-le, en ce moment présidé par l'Afrique du Sud. Parce que c'est vrai, l'Afrique ça peut influer, mais ils ont juste une prérogative sur l'agenda, pas sur le voilà, contenu. c'est-à-dire ce sont toujours les puissances, les vétos qui détiennent la décision au sein du Conseil de sécurité. Alors, vraisemblablement, ce que je disais pour finir mon idée, c'est qu'on se dirige vers une reconduction de la mission de la MINURSO. Alors, puisque vous évoquez la MINURSO, j'ai une question là-dessus. John Bolton, quand il était au Conseil national de sécurité américain, avait beaucoup plaidé et imposé la réduction du mandat de la MINURSO à 6 mois. On sait que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, de même que la France, qui est une des puissances à droit de veto au Conseil de sécurité, voulait revenir au mandat d'une année, reconductible tous les ans. Est-ce que maintenant que John Bolton a quitté la Maison-Blanche, qu'il a été limogé par Donald Trump, est-ce qu'on peut penser, croire qu'on reviendrait à un mandat classique, traditionnel d'une année? Qu'on revienne à une année ou qu'on reste sur 6 mois, ça ne changerait pas grand-chose. Le fait est que la MINURSO verra sa mission prolongée jusqu'à ce qu'une solution politique négociée et acceptée principalement par le Maroc et l'Algérie, qu'on ait une solution dans ce cadre-ci. Maintenant, oui,
D'abord, l'éviction de Bolton est une bonne chose pour le Maroc parce que il était clair que Bolton faisait les affaires des Algériens et que s'il était resté en poste, etc., on serait quelque peu embarrassé. Mais le vent maintenant tourne en faveur du Maroc, pas seulement parce que Bolton a quitté, mais parce que les événements récents montrent que c'est du côté de Polisario qu'il y a énormément de problèmes. On a vu dernièrement les incidents extramuros dans la zone tampon, avec des mafias qui se tiraient dessus, etc., avec utilisation d'armes. Donc le monde entier a pu avoir l'information. L'ONU n'est pas... La MINURSO est sur place et donc des rapports ont été écrits sur le sujet. Cela montre que le Maroc... Ça ne figure pas dans le rapport, c'est Oui, ça a été omis dans le rapport. Alors, il y a une petite insinuation de la part du secrétaire général qui a parlé de quelques incidents passagers, un truc de ce genre. Oui, alors justement, j'aimerais développer ce point avec Hafez Boutaleb. Il y a le point 25 du rapport du secrétaire général Antonio Guterres où il dit « Au cours de la période considérée, le Haut Commissariat, c'est-à-dire les 6 mois passés, des Nations Unies aux droits de l'homme, a continué de recevoir des informations faisant état de harcèlement, d'arrestations arbitraires, de confiscation de matériel et de surveillance excessive de journalistes, blogueurs et défenseurs des droits de l'homme qui couvraient les violations des droits de l'homme sur le territoire. » Et là, il fait un renvoi, il dit que ce Haut Commissariat n'a pas accès au territoire. Il s'inquiète de la persistance des larges restrictions imposées à la liberté d'expression, au droit de réunion pacifique, au droit d'association. Et il fonde essentiellement son analyse sur les réseaux sociaux. Et aussi sur des lettres du président du Polisario. Oui, du secrétaire général de Polisario. Voilà. Mais d'abord, est-ce sérieux? Écoutez, bien sûr que ce n'est pas sérieux, alors, mais ce n'est pas la première fois. Pardonnez-moi, c'est Hafez, sachant que le secrétaire général, le Haut Commissariat aux réfugiés n'a pas accès non plus à Tindouf et qu'il y a des événements majeurs qui se sont déroulés et qu'il n'y ait pas fait allusion ou cité dans ce rapport. Bon, ben écoutez, si on a de l'autre côté l'administration du Polisario qui a inondé le secrétariat général des Nations Unies de lettres. Peut-être que de notre côté, cela n'a pas été fait parce que ce n'est pas jugé primordial. Il faut rappeler, bon, on parle du Conseil de sécurité, le rôle premier du Conseil de sécurité, c'est d'assurer donc la sécurité et la paix. Ce que le Maroc fait très bien dans le Sahara. Donc, nous considérons que nos premières missions sont faites. Nous assurons la paix, la sécurité. C'est une des régions les plus pacifiées et les plus sûres d'Afrique. Et où les flux que connaissent des pays voisins, les flux clandestins et illégaux n'apparaissent pas sur la carte à ce niveau-là. Donc, peut-être pour le Maroc, on a sous-estimé ce côté réseau social, communication comment on peut dire, d'ONG, parallèle. Sensationnel, ce côté sensationnel, puisque ça ne relève pas normalement d'une diplomatie traditionnelle que de faire de la communication sensationnelle. Et donc on a là un secrétariat général, parce que vous savez que le secrétariat général ne peut pas aussi aller au-delà d'un certain niveau dans le fond, donc qui voit la forme et puis qui fait un rapport synthétisant un petit peu tout, et qui finalement ce rapport, on a l'impression qu'il penche plus vers une partie que vers l'autre. Mais sans grande incidence. Voilà, bien sûr, sans grande incidence. Non, donc, mais c'est le fait de juger utile. C'est du sensationnalisme. Des faits mineurs, oui, totalement mineurs, qui sont souvent le produit de manipulations externes et négliger tout le drame qui se déroule sur les territoires à Tindouf. Ben, écoutez, encore une fois, souvent dans la communication, il faut toujours rabâcher. Peut-être qu'on pense qu'il suffit de dire une fois qu'il y a 60 000 séquestrés pour que tout le monde croit que c'est bon. Non, il faut le dire tout le temps, pointer du doigt ça de manière constante, c'est ça la communication. Le message finit par... Je vais formuler ma question autrement. Moi, je crois qu'on a eu beaucoup de reportages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses sur ce qui se passe à Tindouf. On l'a eu dans la presse, on l'a eu sur les réseaux sociaux. Visiblement pas Alors, suffisamment. est-ce que finalement, ce petit, on va l'appeler comme ça, petit parti pris du rapport du secrétaire général,
n'est pas en définitive de cette technostructure qui commande à l'intérieur de l'ONU? Alors, Aziz, peut-être? allez-y, Aziz. J'ai pas de problème. Alors, il y a le travail de fonctionnaires au sein de l'ONU qui sont vraiment dans leur paperasse, Voilà, qui sont totalement détachés de la réalité, qui s'en tiennent peut-être à une sorte d'automatisme d'information, etc. Et si ces informations étaient vérifiées, si les protagonistes avaient eu vent de ces informations et ont eu le temps d'y répondre, etc., il n'y a pas lieu de citer ces choses, hein, c'est des vitis par rapport à la profondeur de la question, hein, je veux dire. Alors l'enjeu, le vrai enjeu pour le Maroc, qui joue la carte de la sérénité, et a mais raison. on aurait pu, et a raison, non. parce que... Si Mohamed, on aurait pu peut-être, nous, enfin le Maroc, aller les débusquer, cette structure qui fait isoler de la réalité. Aziz. Oui, c'est clair. C'est le travail c'est le travail d'officines qui sont là et qui d'ailleurs travaillent par ricochet. C'est-à-dire qu'on va aller voir des ONG, par exemple, espagnoles, qu'on va mobiliser pour aller sur l'Aïon et pour créer l'esclandre en arrivant à l'aéroport ou un truc comme ça. C'est des armes de faibles. Voilà, tout à fait, voilà. Ils sont acculés, donc ils n'ont plus que ça. Je suis d'accord, je rejoins Serafed, c'est que le Maroc, certes, avance d'abord par rapport à cette région marocaine sur la sécurité, mais aussi sur le développement, avec des investissements colossaux, avec une proposition au niveau diplomatique on ne peut plus sérieuse, qui est celle de l'autonomie avancée, avec un travail de lobbying au niveau de certains pays. Et on a vu ces dernières années beaucoup de pays changer leur position en faveur du Maroc. Et peut-être qu'on se dit, nous, on n'a pas à s'abaisser à des choses comme ça. Ah oui, mais entre-temps, on se dit, on la trouve dans le rapport du secrétaire. Oui, mais dans le rapport, encore une fois, je pense que ça reste sans grandes incidences. Sans grandes incidences sur la résolution qui va et puis surtout, depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, depuis quand on a plein de pays d'Amérique latine qui ont changé leur position, en Afrique qui ont changé leur position, la légitimité de la pseudo-race, elle est en train de s'étioler de jour en jour. Et surtout, depuis 33 semaines, alors que l'Algérie est empêtrée dans sa crise politique, elle n'a plus le même soutien envers le Polisario qu'elle le faisait avant. Donc du coup, la situation, et on l'a vu, c'est pour ça que ces dernières années, le Polisario s'est radicalisé. On a essayé d'avoir des coups de buzz sur les réseaux sociaux ou même sur le terrain en ayant des écarts. En créant des incidents. En créant des incidents parce qu'ils sont acculés. Maintenant, moi je pense que oui, le Maroc ne doit faire l'économie d'aucun front et que même et que là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses à dénoncer dans les camps. Ben oui, tout à fait. Il faut aussi aller inonder le secrétariat général de lettres pour, là, pour le coup, réellement dénoncer l'inhumain. C'est séquestrer des dizaines de milliers de personnes. Demander pourquoi ces personnes vivent toujours dans des tentes. Si j'ai bien compris, pour vous, c'est franchement l'appareil diplomatique marocain qui est... C'est pas forcément à la diplomatie marocaine on ne doit pas pointer du doigt la diplomatie marocaine. Alors, qui on va pointer ? Peut-être la société civile marocaine, parce que ça serait plus logique que ça soit des organisations ou des associations marocaines qui, à travers leurs amitiés internationales, fassent des dénonciations que le gouvernement, parce que le gouvernement, il va le faire automatiquement, mais à travers une diplomatie classique. Exactement, et ça se fait. Au niveau diplomatique, maintenant, les partis politiques, les journalistes, etc., nous avons tous un rôle à jouer pour défendre la cause nationale, et chacun essaie de le faire. Maintenant, il y a des choses... À l'image de ce qu'a fait la Comader pour l'accord agricole ? Oui, il y a un travail de lobbying à faire partout, y compris par même les petites associations, etc. Média TV a sorti un excellent documentaire qu'il doit absolument projeter. Être capitalisé. À l'ONU, par exemple. Pourquoi pas ? Ça serait une bonne idée. Et que les gens, les quelques personnes qui ont encore des doutes et qui ne savent même pas
placer le Sahara sur une carte, parce que moi j'ai eu l'expérience d'une journaliste arrivant à Marrakech qui me disait mais où sont les chameaux? Pour beaucoup de gens, ils croient que, voilà, ils ne se figurent pas ce que c'est que le Sahara, le développement. Donc, les 40 ans routes, après, etc. on a encore besoin de faire savoir ce que c'est le Sahara. C'est la fin de cette première partie. On revient dans quelques instants. Rebonsoir, nous revoilà pour continuer ce débat et cette discussion autour du rapport du secrétaire général des Nations Unies. On l'a vu, on s'est arrêté pour la première partie sur ce manque ou cette carence au niveau de la société civile et d'autres organismes pour mieux faire prévaloir les droits marocains et faire savoir exactement les drames qui se passent à Tindouf. D'ailleurs, on l'a vu, le secrétaire général de l'ONU relève dans son rapport que les dons internationaux pour les réfugiés, qu'il appelle les réfugiés qui sont pour le Maroc les séquestrés de Tindouf, diminuent. Cette diminution des fonds, est-ce que finalement il est dû à quoi? Est-ce que parce que finalement la communauté internationale a pris connaissance que ces fonds sont dilapidés, détournés? Volés, tout simplement. Les aides qui normalement sont destinées aux séquestrés n'arrivent pas à destination. Et maintenant, tout le monde a bien compris qu'il y a beaucoup de rapines, beaucoup de vols, beaucoup de détournements. Il y a des denrées qui sont vendues continuellement sur le marché de la contrebande. Ouais, de la contrebande. Maintenant, voilà, quelques associations, notamment étrangères, qui sont venues voir un peu ce qui se passe sur le terrain, ont bien compris qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là-bas, il y a beaucoup de vols. Et puis, il faut savoir aussi que, alors, pendant longtemps, ces aides étaient vendues par les militaires polisariens, je les appelle comme ça. Sur les marchés en Mauritanie. Sur le marché noir, pour acheter des armes et pour aller alimenter le terrorisme dans le Sahel. Au Sahel, etc., des terroristes. Et ça devient de plus en plus grave. Il y a aussi que depuis quelques années, le Haut Commissariat aux réfugiés l'a souligné notamment en 2019, une explosion du nombre de réfugiés dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde qu'en 2019. Oui. Donc c'est normal que les aides, bien sûr, diminuent, puisque maintenant le nombre de donateurs, de bailleurs de fonds est plus ou moins le même, mais le nombre de receveurs a considérablement augmenté. Et on se rend compte aussi finalement que cette crise au Sahara, qui dure depuis un demi-siècle, on n'a plus affaire à de véritables réfugiés. Il y a eu des urgences humanitaires beaucoup plus importantes, beaucoup plus urgentes ailleurs. On parle souvent de Syrie, mais il y en a d'autres, les Rohingyas, et puis en Afrique aussi, etc. Donc, on a affaire ici à des séquestrés qui ne sont plus dans une urgence, mais qui sont dans un statu quo qui leur est imposé. Et c'est, à mon avis, c'est la fenêtre de tir que le Maroc devrait foncer pour quand même pointer du doigt. Non, mais c'est pas suffisant. La communication, c'est jamais suffisant. Le Maroc avait tout le temps insisté sur le recensement des populations, sur la nécessité pour l'ONU d'aller voir de très près ce qui se passe dans les camps. Sait pas, il faut le dire, dans les camps de Tindouf, sans que l'Algérie n'accepte. Mais tout ça. Ce qui est déconcertant, c'est que tout ça n'a aucune conséquence sur le rapport du secrétaire général Aziz. Je rejoins Servet par rapport à cette bourse des émotions. Parce que quelque part, quand on veut donner, on nous raconte une histoire qui nous fait frissonner et on se dit il faut les aider. Mais quand ça dure depuis 40 ans et qu'on voit qu'il y a des scandales à répétition par rapport à ces aides, quand on voit que même la position de la classe dirigeante du Polisario
qui s'endurcit et qui ne va pas chercher un consensus, mais bien au contraire, qui est au détriment des populations qu'elle séquestre, va essayer d'aller vers la radicalisation, c'est normal que les gens préfèrent donner à des réfugiés syriens, yéménites ou autres qui sont plus dans l'actualité et qui, eux, pour le coup, fuient quelque chose qui est, enfin, un péril qui est certain. On rappelle juste que alors cette zone avait la faveur notamment des Espagnols qui aidaient un peu plus que les autres. Donc, indépendamment des fonds internationaux tels que vous les aviez décrits, il y a des aides directes qui essayaient de parvenir jusqu'au... Un cas de fausse conscience malheureuse. Mais là, ils ont... Ou la France du temps de Daniel Mitterrand. Même les Espagnols ont fini par comprendre que... Mais Daniel Mitterrand était la première à se rendre compte et à le dire qu'il y avait beaucoup de détournements et beaucoup de vols. Clairement, donc les Espagnols ont eux aussi finalement compris qu'ils jetaient leur argent dans le sable. Le jeu de dupe, il ne peut pas durer éternellement. Et puis là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, d'une actualité plus criante et qui est encore plus difficile pour toutes les puissances internationales, c'est l'imbrication de ces aides dans le circuit mafieux qui peut aller jusqu'à terroriste. Et surtout dans une zone qui est celle de la zone du Sahel, qui est très sensible. On sait ce qui se passe dans le Nord Mali, où jusqu'à récemment, il y a une zone de l'endroit. Des attaques, il y a eu des morts. Donc voilà, donc la situation, elle commence à... Et surtout qu'il y a des liens avérés entre comme le fait de vendre des aides humanitaires pour acheter des armes et pour ensuite faire de la contrebande et que ça arrive, les mêmes armes, on les retrouve chez les terroristes, c'est clair que... Les frontières, il faut le rappeler, on ne les voit pas sur le terrain. Il n'y a pas de frontières sur le terrain. Donc il y a un grand Sahara, oui, mais vous avez... excusez-moi, mais il n'y a rien. Vous pouvez très bien passer d'une frontière à l'autre. Même quand elles existent, elles sont poreuses. Prenez les frontières de l'Algérie. Oui, tout à fait, voilà. On parle des frontières sud de l'Algérie avec le Mali, on parle des frontières entre le Mali et la Mauritanie. Tout ça, c'est des frontières qui, sur le terrain, n'apparaissent pas. Et bien évidemment, ces milices du Polisario n'ont aucun problème à circuler. Et ces aides, finalement, se retrouvent impliquées dans d'autres conflits qui n'ont pas de rapport avec... Je peux aller jusqu'au Burkina Faso, oui, ça va. En parlant de l'Espagne, il faudrait qu'on s'arrête aussi sur la position du chef du gouvernement, Pedro Sánchez. C'est plus le PCOE. Qui vient de déclarer clairement que l'Espagne est pour une solution politique et que la solution politique est l'affaire exclusive de l'ONU, ce qui est très très important. Oui, mais pourquoi il a fait ça? C'est parce que dans le programme électoral du PSOE, il a été dit qu'il faudrait revenir aux attitudes passées de l'Espagne. Maintenant, il y a une position plus claire encore de l'Espagne. Le coup porté par Podemos à ces tentatives de constituer un gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, la coopération maroco-espagnole, sur lesquelles il faut s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la coopération maroco-espagnole est beaucoup plus importante, d'abord au plan économique et au plan sécuritaire. On l'a vu récemment, la décoration du patron de la DGSN, DGST et le patron de la gendarmerie royale qui ont été décorés de grands mérites. Bon, maintenant, juste voilà, en rapport avec cette question du Sahara marocain, l'Algérie a tenté des coups montrant qu'elle cherche la bagarre. En essayant de nommer à Rabat Abdelaziz Ben Ali Cherif, qui est un ennemi déclaré du Maroc. On ne va pas s'attendre qu'il vous envoie des amis dans la conjoncture actuelle. Et puis en envoyant Soufiane Mimouni comme représentant de l'Algérie à l'ONU, lui qui a agressé physiquement un diplomate marocain aux Caraïbes. Donc ce sont des signaux qui ne trompent pas. Oui, mais ça peut-être qu'on en reparlera, parce que ça va nous servir de transition tout à l'heure pour parler de l'Algérie. Mais j'aimerais, avant de passer à l'Algérie, une question. À quand un nouveau représentant du personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara est vraiment utile dans la conjoncture actuelle? Pour vous trois. Moi, je pense clairement, Aziz l'a dit tout à l'heure, tant qu'il y a blocage... Oui, je sais qu'il l'a dit, mais ça va mieux clairement, en disant. Tant que le blocage chez nos amis algériens et voisins algériens durera, ça restera difficile d'avancer. Vous croyez que si demain il n'y a plus blocage, ça va aller mieux?
la personne qui sera contactée pour jouer la médiation entre l'Algérie et le Maroc sera un peu plus assurée de jouer trouver un interlocuteur disponible. Un interlocuteur disponible que... C'est une gestation longue, plus qu'un blocage en Algérie. Hein, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, j'ai l'impression. Là, on est en train de s'installer. Donc, cette situation va s'installer. Il faudra bien trouver un nouveau représentant. Bon, après, comme l'a dit Aziz, justement, comme l'a souligné M. Zeinabi, c'est la patate chaude. Le vrai problème, à mon avis, beaucoup plus que sur ce qui se passe en Algérie, c'est qui aujourd'hui, après Ross, Van Walsum... On a eu une série d'émissaires avec très peu de résultats. Un président allemand, un ancien président allemand, il fallait dire. Non, mais on pose la question parce qu'apparemment, Guterres semble tenir à cette dynamique qu'il dit avoir été créée par Horst Köhler. Genève, oui, mais il n'y a pas eu vraiment de oui, dynamique. mais je dis, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui. C'est un état d'esprit. C'est essayer de capitaliser sur le peu qu'a fait Horst Köhler pendant la courte période où il a été représentant personnel du secrétaire général pour continuer à aller de l'avant. Alors, donc, si j'ai bien compris vos interventions, ce n'est pas possible pour l'instant, c'est juste une perte de temps. C'est pas que c'est une perte de temps. En tout cas, Guterres, il est dans son rôle, parce qu'il est dans l'auto-persuasion, pour dire que ses services travaillent, il défend quasiment son bilan sur ce dossier durant l'année dernière, en disant qu'il y a eu quand même 2 tables rondes. Il serait même tenté de dire que sous mon prédécesseur, ce n'était pas le cas, si on était dans une logique politicienne classique. Mais oui, c'est de l'auto-persuasion pour dire que les choses avancent. Les choses n'ont pas avancé. D'ailleurs, les mots de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, à la sortie c'est retrouvé, mais sur le fond, il n'y a rien eu. Oui, il l'a dit clairement, il dit c'est pas la peine de nous réunir de nouveau si c'est pour défiler pour faire la un tour de table encore et commencer à défiler pour la parade, ça sert à autour rien. des mêmes positions. Moi, je serais même tenté de dire, quand le cherche, puisque le profil de cet émissaire personnel est très important, qu'on prenne le temps d'en chercher un bon et de ne pas se précipiter vers la première. Horst Köhler était sur le départ. On pensait que quand même un ancien président allemand allait faire bouger, comme on dit, faire bouger le schmilblick. C'est un homme de l'envergure. C'est un homme de l'envergure de James Baker, et même de qui a été secrétaire d'État de Bush père, qui a été le parrain des accords de Madrid dans les années 90, qui a une grande dimension, finalement, à jeter l'éponge après avoir poussé le Maroc à avancer d'un pas sur cette histoire d'autonomie. On essaye d'imaginer ce que pourrait être la carrure et la personnalité du nouveau secrétaire, du nouveau représentant. Il aurait été plus simple qu'il y ait des négociations directes entre le Maroc et l'Algérie, parce que, je rappelle, la main tendue du roi, qui a appelé le dialogue... Qui a reçu une fin de non-recevoir. Voilà. Mais ceux qui ont fait la fin de non-recevoir, ils ne sont plus aujourd'hui au Exactement, d'un pouvoir. Je suis désolé, d'ailleurs, Mohamed Zeinabi vient de le dire, le même discours, la même litanie, et d'ailleurs quand la diplomatie patronné par Gaïd Salah directement, aujourd'hui plus derrière un paravent, par l'armée, il voulait nommer des durs pour affronter le Maroc, et on a vu des éditoriaux. Vous savez, aujourd'hui, quand vous visitez la presse algérienne, vous n'avez que 2 sujets. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie et le Sahara. Plus rien n'existe d'autre. Mais alors, ils oublient tout, mais ils n'oublient jamais le Polisario, ils n'oublient jamais le Maroc et le Sahara. Sauf que la rue algérienne on l'entend parfois, les jeunes viennent vers la frontière, saluent leurs frères marocains, etc., appellent à l'union du Grand Maghreb, etc. J'ai personnellement assisté à
J'ai été à la frontière algéro-marocaine après la finale de la Coupe d'Afrique, parce que les gens spontanément sont allés là. Et pareil du côté algérien. Et je peux vous dire que tout le monde était 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et à un moment donné, du côté marocain, on a commencé à chanter l'Ayoun Aïniya ou Sahara. Sakia al-Hamraliya. Donc c'était une manière de. Et là, on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse virulente ou quelque chose. Bien au contraire, ils ont commencé à chanter avec et ça s'est bien passé. Mais on a vu également chose inédite, c'est que des gens sont venus à la frontière pour se constituer en association exigeant l'ouverture de frontières. Ce qui est un blasphème en Algérie pour le pouvoir et pour l'armée. Exactement. Au niveau du peuple, je peux vous assurer que les choses ne sont pas celles que l'on peut. Par contre, c'est clair que les caciques du régime, sauf ceux qui sont. Écoutez, on va rester en Algérie. 33 semaines de contestation populaire, 8 mois pratiquement. Rien ne bouge. Chacun reste campé sur ses positions. Quelle perspective? Alors, si vous demandez aux Algériens... Vous qui avez titré sur Ali Ben Fliss, s'il pouvait être un homme sauveur. En posant la question, est-ce qu'il pourra sauver l'Algérie? Oui. Oui, et j'invite les téléspectateurs de Médiane TV de lire ce qu'on a écrit, en donnant la parole à des experts, notamment algériens. C'est le brouillard absolu. Oui, Ben Fliss aujourd'hui pourrait être sauveur, mais sous beaucoup de conditions. La première, ce qui doit convaincre ceux qui s'opposent aujourd'hui à la présidentielle, à la tenue le 12 décembre, qu'il crée au moins, je veux dire, qu'il fasse adhérer une partie de ses contestataires et il gagnera ces élections. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, on parle des maires qu'on est en train d'emprisonner parce qu'ils veulent... Ils ne veulent pas organiser. Ils se sont déclarés ouvertement contre le scrutin du 12 décembre. Mais attention, il y a plus d'une centaine qui ont déclaré ouvertement vouloir adhérer au scrutin parce que... Et combien il y a de maires en Algérie? Il y a 1200. Et on a là une centaine. Là, mais quand même, c'est un début de quelque chose. On parle de l'ouverture dès demain de bureaux régionaux pour préparer, etc. Donc, attention, les Algériens Quitte à habiller des militaires en civil et d'aller les faire superviser les élections. Les Algériens commencent à se lasser. On craint la cessation de paiement. Les fonctionnaires craignent de ne plus pouvoir avoir leur salaire à la fin du mois. Et protester, etc., c'est bien, c'est très audible, le message est passé, mais à un moment, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est en fait, excuse-moi Aziz, en fait, voilà, on a un pays qui découvre que pendant 20 ans, il a été pas très bien géré, pas si bien géré que ça. Je sais pas, il découvre, il savait, il pouvait non, pas. Mais il découvre l'ampleur, attention, il découvre l'ampleur. Le matelas de devises a fondu, on rappelle, il était à 240 milliards de dollars en 2014. Il en est à 70 60, 180 milliards qui ont disparu, mais projection à zéro pendant ce temps-là des rentrées de devises supplémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que 180 milliards. Oui, bien sûr. Il y avait aussi les rentrées de devises à peu près 50 milliards par an. Donc, si vous faites le calcul, rien que c'est... Parce qu'ils ont fait marcher la planche à billets. Sans compter la planche à billets, tout cela, c'est sans compter les 50 à 60 milliards. Et puis récemment, on pensait qu'il y en avait encore 60. Voilà. Et puis voilà. Qui ne sont pas encore... Et le ministre de l'économie vient de déclarer que la planche à billets va continuer parce que la situation est quand même très critique. Donc on a un pays qui se retrouve dans une situation critique. Il faut rappeler aussi qu'il y a un grand problème en Algérie, c'est la démographie, c'est le taux de croissance démographique, qui est le double d'un pays comme le Maroc, qui est pays voisin, où la population en âge de procréer est identique, et où la population est plus ou moins proche. Donc, on a 2 fois plus de monde en Algérie, 2 fois plus de personnes qui arrivent sur le marché du travail par an. On a donc, c'est un volcan démographique sur lequel est assis le pays. On a un flou total au niveau politique, une contestation. Vous dites les gens se lassent, mais ceux qui ne se lassent pas sont encore là et qui continuent de sortir. Et ils ne sont pas une petite minorité. Donc, on a là une partie de la population qui continue de sortir. Gaïd Salah essaie de créditer l'idée que le mouvement du 22 février, ou du 16 février plutôt, est minoritaire.
Écoutez, c'est l'important, c'est tout cela, et le plus important, ce n'est pas savoir ce qui est minoritaire ou majoritaire. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Zainabi, il y a une véritable urgence économique. Les patrons, il y a des patrons qui sont poursuivis, des usines qui sont fermées. Déjà, le tissu industriel n'était pas très évolué. Les investisseurs, déjà qui étaient frileux, vont s'en aller. Donc, D'accord. Est-ce que c'est minoritaire ou majoritaire? Aujourd'hui, il faut trouver une solution. Mais avec qui parler? En même temps, nous avons une armée qui durcit le temps. Vous avez parlé des patrons, on parle de Rebel, qui est depuis le début du Hirak en prison, et on n'en parle plus. Première fortune du pays. D'autres ont été arrêtés, et l'armée semble décider. Il durcit le temps. Les manifestants sont mis en dépôt ou sous dépôt. Aziz, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer ou écrire un scénario autre que celui qu'essaient d'écrire les militaires? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'une large partie de la population s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la position des militaires et par rapport à... Parce qu'on le voit régulièrement, la mobilisation ne baisse pas. Certes, il y a une différence fondamentale, les choses ont évolué. Avant les présidentielles qui étaient programmées pour le 4 juillet, il n'y avait pas de candidat, il y avait pas de, personne ne voulait mettre la main là-dedans parce qu'il y avait des appréhensions. Là, ce n'est pas le cas. Là, il y a des candidats, il y a une instance qui a été mise en place, il y a des choses... Il y a des dizaines de candidats. Exactement. 120 candidats. Déjà. En tout cas, là maintenant, on n'est plus dans la même configuration. Et puis, comme vous l'avez dit, l'armée a haussé le temps. En juin, c'était contre les Amazirs. Il y a eu le drapeau Amazir. Les gens qui portaient le drapeau Amazir étaient systématiquement arrêtés. Ça a donné ses fruits, puisque maintenant, dans les manifestations, c'est très rare de voir un drapeau Amazir. Et puis, en septembre... Donc l'armée continue à faire peur. Ah oui. Et surtout en septembre, là où ils ont arrêté encore des... Oui, il y a une grève de la faim qui va être entamée aujourd'hui par un nombre de détenus du Hirak. Ceux qui avaient des pancartes, exactement. Et puis récemment, là, cette semaine, il y a eu l'arrestation de la coprésidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Oui. Avec ses accompagnateurs. Maintenant, on dit qu'ils vont surveiller. Ils lui ont fait quitter le territoire. Exactement. Ça s'est dénoué, mais ça montre qu'on n'est pas là pour plaisanter et que justement on est prêt à monter, hausser le temps. Et d'ailleurs en septembre il y a eu... Vous croyez qu'on peut aller jusqu'à l'état de siège, un couvre-feu et tout ce qui s'est fait comme on en a vu en 88 et en 92? J'espère pas, mais quand on voit la mobilisation qui reste importante... Très importante. Tous les vendredis, c'est pas rien de pouvoir mobiliser. Particulièrement ce vendredi qui rappelle 1988, le 5 octobre 1988, où il y a eu des morts, et c'était quand même... C'est le premier printemps arabe. La fin du parti unique. C'était la fin du parti unique en 88. La conséquence, ça a été la fin du parti unique. Le premier printemps arabe. Donc on est dans une situation un peu inextricable où chacun fait son all-in. Maintenant, je suis d'accord aussi que c'est pas un programme. Et qu'il y a une partie, il y a un ventre mou dans cette population qui est contre les caciques du régime, qui veut du changement, qui veut tout ce que vous voulez, qui aide et qui se mobilise pour les manifestations, mais qui à un moment donné ne voit pas le bout du tunnel. Et là, ça risque de devenir problématique. Et on a, avec les problèmes économiques et le péril ou le risque de cessation de paiement, il y a des choses. Si je peux juste terminer mon idée, c'est que la Banque mondiale et le FMI vont bientôt rentrer dans la danse. Et là, ça sera pas le même jeu. Alors, juste pour conclure très très rapidement, maintenant, quelle que soit l'issue, est-ce que vous pensez que le président qui sera élu le 12 décembre, si la présidentielle se tient, aura les marges de manœuvre pour pouvoir faire des mesures impopulaires, c'est-à-dire une restructuration, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il faut passer par un plan justement. Soit on continue à faire comme si de rien n'était, la planche à billets et on va dans le mur, soit il faut prendre des mesures impopulaires. Alors j'imagine mal quelqu'un qui est mal élu ou alors élu dans des élections contestées faire des mesures impopulaires. C'est vraiment la chute. Et là, certains commencent à dire que comme en 81
91, en 90, on nous disait que l'élection c'est la solution, il s'est avéré que l'élection était le problème. Est-ce que ce n'est Depuis le début, l'élection, c'était le problème. Est-ce que maintenant on n'est pas en train de revivre aveugle comme un scénario similaire pour ne pas le voir. Alors, il nous reste quelques secondes, peut-être un peu plus d'une minute. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au début, on a vu dans le Hirak des voix s'élever. Des gens proposaient des solutions. On a vu Mouloud Hamrouch, on a vu Talb Ibrahimi, Ben Yellis, Abdel Nour. Et aujourd'hui, on voit Mustafa Bouchachi, même un gars comme Mustafa Bouchachi, un droit de l'homiste, qui sont en train de se faire discret. Personne n'ose plus élever le temps. Et même au niveau de la communauté internationale, on a l'impression de se désintéresser de ce qui se passe en Algérie. De 33 vendredi, c'est normal, mais il faut dire que ce qui a été proposé, en tout cas, la seule proposition concrète, mise à part Ibn Hawa, c'est une constituante, c'est-à-dire mettre à zéro tous les compteurs et refaire une nouvelle constitution à la tunisienne. à la tunisienne. Avec la perte de 2 ans en termes surtout tous les risques que cela comporte dans un pays qui a à peine 20 ans sorti d'une guerre civile. Exactement. Donc ça c'est un peu risqué. Donc bon, on peut comprendre ceux qui souhaitent maintenir la contestation, parce qu'avec tout l'héritage déjà qu'ils peuvent avoir. Mais on peut comprendre aussi... Et puis n'oublions pas que les islamistes se sont fait discrets. Rapidement, on peut comprendre ceux qui veulent quand même passer à autre chose, parce qu'il y a des urgences très importantes. Bon, de toutes les manières, disons, les deux piliers de l'Algérie, c'était quoi? C'était le FLN et l'armée. Le FLN est affaibli. De toutes les manières, donc le deuxième pilier. C'est un sujet inépuisable aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est Mohamed Zainabi, c'est Hafez Boutaleb, c'est Aziz Saïdi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.